Bonjour à tous, bienvenue dans cette rencontre nutrition en avant les parents. Nous allons nous voir aujourd'hui pour parler pendant à peu près 1 heure autour des 7 familles d'aliments et surtout de l'alimentation de vos enfants. Donc, je suis Caroline Bataille-Delcroix, chargée de prévention nutritionnelle et je travaille pour la Mutualité française Hauts-de-France, qui est une fédération de mutuelles et qui œuvre pour l'accès aux soins et la prévention santé. Donc, je ne sais pas si tout le monde est adepte de Teams. Donc, comme vous avez pu voir peut-être dans le compte à rebours, vous avez accès au chat qui est juste sur votre droite. Donc, vous pouvez discuter avec nous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos commentaires et vous allez voir que vous allez devoir également répondre à des petites questions au cours de cette rencontre. Alors, je vais tout de suite partager le PowerPoint de présentation. Donc, ce projet est en partenariat avec l'Agence régionale de santé, également avec l'Éducation nationale, donc les rectorats de Lille et d'Amiens, et la MGUN, qui est la Mutuelle générale de l'Éducation nationale. Alors, on va attendre peut-être quelques minutes que tout le monde se connecte. Et puis, je vais donc passer la parole à Denise Larzilière, qui est diététicienne nutritionniste sur le territoire de Laon et qui va donc nous parler de l'alimentation de vos enfants. Oui, bonjour à tous. Donc Adeline Larzilière, diététicienne, et donc on est ensemble pour discuter autour de l'alimentation. Je vais commencer par vous faire une petite présentation, mais avec de l'interactivité. On laissera un petit temps d'échange pour vos questions pour terminer. Du coup, on attend un petit peu que tout le monde arrive. Donc, je vous propose de démarrer par un petit temps de réflexion, ce qui laissera les derniers arriver. Déjà, quand on parle d'alimentation, j'aime bien poser la question pourquoi on mange. Donc, vous avez la possibilité de réfléchir et de répondre via le chat. Donc, pourquoi on mange? Je vous laisse une petite minute pour répondre à cette question de pourquoi on mange. Donc, je vous propose de voir un petit peu si vous aviez quelques éléments de réponse. Donc, on mange pour se nourrir, en ce qu'on appelle le rôle nourricier, couvrir nos besoins, pour pouvoir grandir, pour pouvoir répondre à notre sensation de faim aussi. C'est la raison pour laquelle on va se mettre à table dans quelques trentaines, dans quelques minutes, on va dire. Il y en a qui vont commencer peut-être à ressentir cette sensation de faim et on va se dire, ah, il va être temps de manger. Il y a aussi le fait que on mange pour se faire plaisir. Tout ce qu'on mange, c'est pas parce que le corps en a besoin. Des fois, c'est aussi parce que ça nous fait plaisir de le manger. On mange aussi pour pouvoir bouger, mais plus on bouge et plus il va falloir aussi couvrir nos besoins. On a comme une balance avec les apports et les dépenses. Le but étant d'essayer d'équilibrer les deux pour être aussi en bonne santé.
Et parfois, l'alimentation, par rapport à sa santé, elle doit aussi être un petit peu différente pour pouvoir répondre à une prévention ou à parfois certaines allergies. On mange aussi parce que c'est un moment de se retrouver ensemble, de partager, c'est le moment de convivialité. Notre alimentation, elle est fort influencée par tout ce qui nous entoure, l'environnement, notamment les publicités, mais aussi les saisons, là où on habite, nos habitudes, nos coutumes. Et chacun, finalement, mange différemment pour répondre à ses besoins. Mais il y a quand même des petites règles de base. Et notamment, on va devoir retrouver certains groupes d'aliments. Alors, dans des quantités, dans des choix différents selon chacun, mais on va tous avoir besoin de boissons, de fruits et de légumes, de féculents, de produits laitiers, de viande de poisson et d'œufs, de matières grasses, de produits gras, sucrés, salés. Et voilà nos 7 familles d'aliments. Donc 7 familles qu'on va pouvoir discuter un petit peu, savoir ce qu'on entend dedans et puis quand est-ce qu'il va falloir les amener et pour quelles raisons. Alors, première petite question pour voir si vous nous suivez bien dans le chat. Donc, première question facile, vous avez juste à répondre par A, B ou C. Donc, combien de verres d'eau est-il conseillé de boire par jour? Réponse A, 2 verres. Réponse B, 6 verres. Et réponse C, 12 verres. Alors, on vous laisse quelques minutes pour y répondre dans le chat. N'hésitez pas. Combien de verres d'eau il est conseillé de boire par jour? 2, 6 ou 12 à votre avis? Alors, Déborah nous dit la réponse B. C. Alors, c'est en fait la réponse B, 6 verres. Un verre, c'est à peu près 20 à 25 centilitres. Et du coup, si on prend 6 verres, on va avoir nos 1,5 litres d'eau conseillés par jour. Donc, je vais rendre la parole à Adeline pour la suite. Donc, quand on parle des boissons, effectivement, l'eau reste la boisson indispensable à notre organisme. Tous les jours, on va perdre de l'eau, à peu près 2 litres et demi, et on va du coup devoir en ramener par ce que l'on boit, mais aussi ce que l'on mange. Donc, à peu près 1 litre à 1 litre et demi est apporté effectivement par l'eau de boisson, ce qui va permettre d'hydrater, de réhydrater notre organisme, mais aussi d'apporter des minéraux, notamment avec les eaux minérales, par exemple riches en calcium, pour compléter les besoins, riches en magnésium pour pouvoir aider un petit peu au transit. Et ces eaux, donc, on peut les retrouver plates, gazeuses, avec une préférence à avoir pour les eaux gazeuses peu salées. Donc là, l'importance de regarder le sodium, qui ne soit pas trop élevé. On va pouvoir avoir de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille. Mais on peut également retrouver de l'eau chaude sous forme de tisane, ce qui permet également d'hydrater notre organisme. Par contre, tout ce qui est boisson sucrée, boisson alcoolisée ne va pas hydrater notre organisme. Donc, au niveau de l'eau, on en retrouve également dans les aliments. Alors, question suivante. On entend bien, on a tous en tête le slogan manger 5 fruits et légumes par jour, mais savez-vous ce que ça veut dire? Alors, réponse A, 5 fruits et 5 légumes. Réponse B, 3 légumes et 2 fruits. Ou réponse C, 5 portions de fruits ou de légumes.
nous ce que vous en pensez. Alors, on a des réponses C. Alors, en effet, il y a une histoire de portion. Hein. Peu importe que ce soit des fruits ou des légumes, mais on va voir avec Adeline ce qu'est une portion. Voilà, ce n'est pas 5 fruits et 5 légumes, ça va être l'un ou l'autre. Mais Adeline, quelle est cette histoire de portion? Donc effectivement, on va devoir manger des fruits et des légumes un petit peu tout au long de notre journée pour pouvoir avoir un bon transit, pouvoir apporter ces fibres alimentaires qui nous permettent de digérer, d'éliminer ce qu'on n'a pas besoin, mais aussi ces fruits et ces légumes vont apporter des vitamines et des minéraux. Et donc, afin de couvrir tous ces besoins en fibres, en vitamines, en minéraux, en eau, on va avoir besoin de 5 portions. Alors, ces 5 portions, ça va être aussi bien des fruits que des légumes. Ça peut être 3 portions de fruits, 2 portions de légumes réparties sur nos différents repas de la journée. Et donc, sous forme de carottes, de salades, de bananes, on va pouvoir, en fonction de leur taille, retrouver une portion. Par exemple, vous allez le voir avec la diapo suivante, une portion, ça peut faire l'équivalent du petit ramequin qu'on peut retrouver au niveau des restaurations collectives, par exemple, un petit ramequin de carottes râpées. Ça va nous faire à peu près 80 à 100 grammes, ce qui correspond à la taille un petit peu de notre poing. Donc, un petit ramequin, mais aussi une petite portion de légumes cuits dans l'assiette, parce que l'idée, c'est aussi de retrouver des choses crues et des choses cuites. Si on mangeait que des légumes crus, on pourrait avoir mal au ventre, un petit peu difficile à digérer. Si on n'avait que des légumes cuits et des fruits cuits dans notre journée, on manquerait un petit peu de vitamines et de minéraux. Donc, le fait d'avoir les deux permet un équilibre pour retrouver tout ce que notre corps a besoin. Et puis, une certaine variété aussi pour se faire plaisir. Alors, un petit bol de soupe correspond également à une portion. Donc, ça peut être une idée pour avoir un mélange de légumes qui peut plaire aux enfants, puisque on peut intégrer certains légumes qui sont un peu moins appréciés. Et ça peut être une bonne idée. L'idée aussi de la purée, où on peut cacher des petits brocolis, où on peut cacher des carottes, jouer sur les couleurs, ça peut être une idée sympa aussi pour faire apprécier les légumes aux enfants. Et puis, pour ceux qui sont un petit peu plus sur les légumes crus, les petits bâtonnets de légumes, pour être sympa au niveau d'une entrée, par exemple, ça peut être une idée aussi de les intégrer à la préparation de ces préparations, parce qu'en général, un aliment qui est manipulé, qui est senti, on se familiarise avec et on apprend un peu mieux à le manger. Vous avez pu le voir, je pense, avec vos enfants, de 2-3 ans jusqu'à 5-6 ans en général, on a une petite période où les fruits et les légumes ne sont pas forcément beaucoup appréciés, le phénomène du non, ce qu'on appelle la néophobie alimentaire. Et du coup, le fait de varier les sources, de faire du cru, du cuit, de les intégrer à la préparation des repas, mais aussi à l'achat de ces fruits et ces légumes, d'aller au maraîcher si vous en avez la possibilité, même des fois de faire un petit carré potager ou une petite jardinière sur le balcon, peut leur permettre de manger des fruits, des légumes un peu plus facilement. Et puis, en ce qui concerne les fruits, on va peut-être avoir une alternance aussi au niveau des fruits à croquer, des compotes, et puis selon la taille, en avoir peut-être 2 ou 3, ou parfois une petite partie du fruit seulement, puisque je vous rappelle qu'on est sur 80 à 100 grammes pour une portion. Alors, on les achète frais, mais ils peuvent être aussi consommés pour garder les vitamines, les minéraux et réduire un petit peu le budget de façon surgelée et en conserve, ça peut être intéressant. Donc, n'hésitez pas, frais, surgelés, en conserve, à les manger crus ou à les manger cuits et à faire des petites préparations avec les enfants. Des petites quiches aussi, ça peut être assez sympa. Et puis, on ne mange pas des fraises en ce moment.
hein, on a du mal à les trouver, ça ne pousse pas dans notre jardin, donc il va falloir respecter un petit peu les saisons avec des fruits, des légumes qu'on va trouver plus facilement en hiver. Donc vous avez la pomme, les clémentines, hein, les agrumes, et au niveau des légumes, vous retrouvez plus facilement en ce moment les poireaux, les carottes, les choux, les endives, les betteraves. On gardera des petites choses pour dans quelques semaines, où là on pourra avoir les fruits, les légumes de printemps, faire des petites jardinières, des petites choses de printemps. Donc vous allez avoir l'affiche qui va s'afficher donc avec les radis, les concombres, les courgettes qui vont commencer à arriver, mais surtout pour faire une petite jardinière, les petits pois qui seront de saison au printemps. Et puis, vous allez retrouver cet été un petit peu plus de variété au niveau des fruits rouges, mais des fruits aussi comme les nectarines, les prunes et des légumes au niveau des haricots verts, par exemple, et en pleine période pour les tomates et les courgettes. Et puis, à l'automne, vous retrouverez les potimarrons hein, qui feront leur apparition et des légumes qui continuent un petit peu aussi en hiver, comme les poireaux, les brocolis, les carottes. Donc, pour retrouver cette saisonnalité, c'est vrai que dans les supermarchés, on a du mal à s'y retrouver avec les produits importés. Le maraîcher nous donne déjà une bonne indication parce que ça va être les fruits qui sont produits hein, dans nos régions. Mais vous pouvez aussi retrouver des petites affiches comme ça avec les périodes les saisons des fruits et des légumes sur des sites comme les fruits et légumes frais, Interfel, où vous retrouvez ces indications-là. Alors Adeline, on avait une question sur le formulaire d'inscription de Véronique qui nous disait mon fils ne mange que des compotes. Il n'arrive pas à manger de fruits à part en compote. Est-ce que c'est grave ou est-ce que la compote, ça suffit pour manger des fruits? Alors, la compote va être intéressante parce qu'elle nous donne le goût du fruit. Hein. Mais comme la cuisson fait perdre un petit peu en vitamines, en minéraux, et puis que les fibres sont un petit peu plus ramollies, on va dire, tout simplement, ça peut être bien d'essayer peut-être des fruits cuits comme la pomme cuite, voir si ça passe. Parce que des fois, voilà la transition compotée et puis on commence à amener des morceaux. Après, c'est vraiment jouer sur la variété aussi, hein, sur des petites quantités au début, goûter, parce que souvent, effectivement, c'est un peu compliqué, on change la texture. Donc, on peut essayer de voir aussi ce qui peut passer, ce qui plaît bien, ce qui plaît moins bien, pour essayer de s'orienter vers quelque chose qui pourrait être plus sympa. Après, voilà, c'est mieux que rien, hein, ça permet déjà d'avoir quelques fruits et peut-être que les légumes, c'est plus simple à côté, donc peut-être un peu plus orienté vers les légumes. L'idée étant quand même de varier au maximum, mais voilà, c'est aussi au fur et à mesure des années, on dit qu'il faut goûter 8 à 10 fois un aliment avant de l'aimer. Donc c'est pas parce que on fait goûter un fruit, un petit morceau de fruit une fois et qu'on a une petite mimique de déplaisir hein, que dans quelques temps, ce fruit ne sera pas accepté. Alors justement, sur les légumes, on avait aussi plusieurs questions. On a Magali et Karine qui ont à peu près la même question. Hein, c'est comment faire manger des légumes aux enfants quand voilà, c'est pas forcément sucré et du coup des enfants qui refusent totalement les légumes et voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour arriver voilà, un petit peu à introduire déjà les légumes dans un premier temps? Alors, ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est que c'est à force d'y goûter qu'on va apprendre à apprécier. On a tous été comme ça aussi. Hein. Si vous repensez un petit peu à votre alimentation enfant, je suis sûre qu'il y a des aliments que vous ne mangez pas et que maintenant vous appréciez. Donc déjà, voilà, regoutez régulièrement. Essayez aussi sous différentes formes. Alors, c'est vrai que de faire une petite quiche, une petite pizza dans laquelle on intègre des légumes, des aliments que les enfants aiment bien à la base, en
changeons un petit peu la recette en intégrant un légume nouveau. Pas faire trop non plus de nouveautés hein, d'un coup, mais petit à petit, vraiment ce côté, on y va tranquillement et sans forcer. Le but étant vraiment que l'enfant ait envie d'y goûter. Je prends souvent l'exemple de ma fille. Alors c'est vrai que j'ai des enfants où voilà, je suis passée aussi par ce cap de 2 ans, 3 ans jusqu'à 5-6 ans, hein, où c'est non sur les légumes, ils les laissent de côté. Et bien ils en avaient un petit peu dans leur assiette. C'était très compliqué pour ma fille avec les carottes cuites. Elle en mangeait bien crues, mais elle ne voulait pas en manger cuites. Et à force d'en mettre un petit peu dans l'assiette, alors sans la forcer à manger, mais au moins qu'elle voilà, qu'elle puisse un peu y goûter. Maintenant, elle me réclame des carottes parce que voilà, j'ai laissé le temps à ce qu'elle y goûte, à ce qu'elle se familiarise et je n'ai pas forcé. Donc ça, c'est important aussi voilà, de se dire, cool, on y va zen. C'est pas forcément évident, mais en effet, voilà, on va pas chercher le conflit sur les légumes et on y va petit à petit comme pour tout. Et alors, on va passer à la question suivante. On reviendra peut-être à la fin sur les légumes. Alors, quand on parle de légumes, on parle aussi des légumes secs. Hein. Les légumes secs qui sont un petit peu oubliés, on va dire, et qui sont pourtant très importants hein, au niveau des protéines, des glucides et des fibres qu'ils apportent. Ils vont réunir un petit peu les bienfaits, on va dire, des fruits, des légumes, hein, des féculents et un petit peu de la viande aussi. Donc, l'idée est d'avoir alors, ce qu'on appelle les légumes secs, des lentilles, des pois cassés, des flageolets, des haricots rouges, des haricots blancs, hein, des pois chiches, au moins 1 à 2 fois dans la semaine, sous forme de purée, mais aussi les lentilles corail, par exemple, dans une soupe. Ça peut être quelque chose d'intéressant pour avoir de l'énergie, pour avoir des protéines et pour la digestion au niveau des fibres. Et quand on a un petit peu de mal à les digérer, ça peut être bien de les faire en purée ou en soupe. Ça peut être mieux toléré. Et puis, des fois, un petit peu de bicarbonate dans l'eau de cuisson est assez intéressant. Alors, quand on parle de fruits, on a aussi tout ce qui est fruits à coque. Tout ce qui est noix, noisettes, amandes, les pistaches, bien sûr non salées, hein, sinon on n'est plus dans le cadre de quelque chose qui apporte que des graisses, et notamment les fameux oméga 3 hein, dont on entend beaucoup parler pour le système cardiovasculaire, cette protection un petit peu qu'on peut avoir en augmentant cette source donc de fruits à coque en ayant des oméga 3 en quantité un peu plus intéressante. Donc, les recommandations sont plutôt l'équivalent d'une petite poignée, une petite dizaine d'amandes, par exemple, dans la journée, hein, à la fin d'un repas, en collation. Ça peut être une source pas mal pour les graisses. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de légumes. Donc... Alors, les légumes, est-ce que la pomme de terre fait partie des légumes? Alors, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Donc, vous tapez A si vous pensez que c'est vrai, la pomme de terre est un légume, ou B si vous pensez que c'est faux. Alors, c'est mitigé. On a A, B. Bon. Alors, en effet, ça dépend de où on va se placer. La pomme de terre, ça pousse comme un légume, mais nutritionnellement parlant, et c'est là que nous, on va se placer, la pomme de terre n'est pas considérée comme un légume. Adeline, c'est considéré comme quoi la pomme de terre? La pomme de terre fait partie en fait des féculents. Ouais. La pomme de terre fait en fait partie des féculents, donc qui nous apportent de l'énergie, ce qu'on appelle les glucides complexes, et qui va du coup nous permettre de tenir jusqu'au repas d'après.
Notamment, hein, on a pour habitude d'entendre dire que les sportifs mangent des pâtes avant un match, hein, parce que bah, justement, les pâtes, le pain, le riz, la semoule, le quinoa, le blé, hein, nous permet d'avoir de l'énergie lentement, progressivement, pour pouvoir réaliser nos activités. Et donc, chacun a des besoins différents en énergie, donc la quantité va différer d'une personne à une autre en fonction de sa dépense énergétique et de son organisme. Le but étant d'avoir l'énergie nécessaire pour ne pas avoir faim trop rapidement et pouvoir tenir jusqu'au repas suivant, sans faire de malaise, notamment de malaise hypoglycémique. Alors, question suivante. Quel est l'intrus? A, le fromage, B, la crème dessert, C, le yaourt et D, le lait. Alors, à votre avis, parmi ces aliments, quel aliment est l'intrus dans la famille que l'on va voir juste après? Donc, A pour le fromage, B pour la crème dessert, C pour le yaourt nature et D pour le lait. Alors, on a des réponses B. B, la crème dessert. Réponse C, le yaourt nature. Alors, il s'agit, pour la plupart, vous avez raison, il s'agit de la crème dessert qui ne fait pas partie de la famille que l'on va voir tout de suite avec Adeline. Donc, effectivement, la crème dessert ne fait pas partie des produits laitiers, alors que le lait, les yaourts, le fromage, mais aussi les fromages blancs, les petits suisses, les faisselles, vont, elles, être produits laitiers. Donc, même si, voilà, une petite partie de lait, il y a surtout des graisses et du sucre dans la composition de la crème dessert. Donc, on va la classer dans un autre groupe qu'on verra plus tard. L'idée des produits laitiers, c'est de nous apporter des protéines, mais aussi du calcium, notamment du calcium pour bien grandir. Donc les besoins vont être un petit peu plus importants en produits laitiers chez l'enfant, chez l'adolescent, qui ont des besoins liés à la croissance importants. On va avoir des besoins aussi un petit peu plus importants chez la personne âgée, puisqu'elle a plus de mal à fixer le calcium. Donc on va plutôt être chez ce public-là vers 3 à 4 produits laitiers par jour, donc quasiment un produit laitier à chaque repas, alors qu'à l'âge adulte, 2 produits laitiers semblent être suffisants pour couvrir nos besoins en calcium, en protéines, puisque on va retrouver aussi du calcium et des protéines dans d'autres groupes d'aliments, mais principalement dans les produits laitiers. Alors, on avait une petite question aussi dans les questions du questionnaire d'inscription sur les produits laitiers. C'était par rapport au lait aromatisé ou les laits avec du sirop. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Adeline? Donc, ce qui peut être intéressant quand on a des produits comme ça, du lait aromatisé, c'est d'aller voir un petit peu la liste des ingrédients. Et sur cette liste des ingrédients, vous allez voir effectivement le mot lait, mais vous allez voir aussi ce qui est le sirop qui est ajouté, l'arôme qui est ajouté, qui va apporter du sucre. Donc, on est dans un produit laitier parce qu'il y a le lait. Mais en fait, comme il y a un apport de sucre qui peut être de l'ordre de plusieurs morceaux de sucre, ça dépend de la quantité aussi que vous consommez, on va se retrouver finalement plus dans un produit sucré que dans un produit laitier pur. Après, l'idée est aussi de voir quelle quantité de sucre est mangée globalement dans la journée, puisqu'on a dit qu'on devait se faire plaisir, mais tout en essayant de trouver un équilibre par rapport à ce que le corps a besoin. Donc, si tous les produits laitiers de la journée apportent 2, 3, 4 morceaux de sucre, ça peut faire un petit peu beaucoup à la fin de la journée. Donc, avec modération, et pourquoi pas une petite alternative sympa de faire des smoothies lactés, c'est-à-dire de mélanger un fruit que vous mixez avec un petit peu de lait. Ça peut être quelque chose d'assez sympa et on peut même, sur la période de l'été,
mettre dans des petits flacons de glace, là, les petits bâtonnets, et les passer au congélateur. Question suivante pour notre petit quiz, on continue. Le poisson et la viande apportent-ils la même quantité de protéines? Alors, A, si vous pensez que c'est vrai, le poisson et la viande nous apportent la même quantité de protéines. Ou B, si vous pensez que c'est faux, on n'a pas la même quantité de protéines avec la viande qu'avec le poisson. On a, voilà, culturellement, dans le nord de la France, on aime manger de la viande, mais à votre avis, est-ce que le poisson, il apporte la même chose en termes de protéines ou pas? Alors, on a des réponses B. Là, vous êtes plutôt d'accord sur B. Eh bien, en fait, c'est A. C'est vrai. Bien sûr, on va être sur une portion de poisson et une portion de viande, mais ça s'équivaut. Donc, le but, ça va être vraiment de pouvoir varier entre la viande et le poisson. Et on a un troisième aliment, Adeline, c'est la famille des... Effectivement, la viande, le poisson, mais ça peut être également aussi les œufs. Donc, de manière générale, la viande, le poisson, c'est à peu près 20% de protéines. C'est la quantité de graisse qui va changer. Et c'est pour ça qu'on a besoin de les varier, puisqu'on ne va pas avoir tout à fait, même si c'est le même groupe, le même intérêt. Comme tout à l'heure avec nos fruits, nos légumes, avec nos produits laitiers, chaque aliment finalement du groupe va avoir une petite quantité de protéines, de graisse un petit peu différente. Et donc, ça nous permet aussi de se faire plaisir en variant. Donc, l'idée d'avoir un apport de protéines, mais aussi du fer dans la viande, le poisson et les œufs, et en variant les sources. Le porc, le bœuf, le veau, le mouton, l'agneau, les abats, le poisson blanc, le poisson plus gras comme le saumon, le maquereau, etc., va nous permettre de couvrir du coup nos besoins au mieux, notamment pour les protéines, mais aussi pour le poisson, il y a un petit quelque chose qui est intéressant, c'est l'apport des oméga 3 sur les poissons gras. Et donc, la viande, on a tendance à dire qu'on va la consommer plutôt, quand je dis viande, de manière générale, sur le repas du midi, en privilégiant la volaille. Les dernières recommandations, on est sur 500 grammes de viande maximum sur la journée à l'âge adulte. Donc, ce qui nous représente en fait une portion de viande à peu près de 100-120 grammes, l'équivalent d'un steak haché, on va dire, ou d'une petite escalope. Et au niveau du poisson, on va être sur des consommations de poisson de 100-150 grammes, au moins 2 fois dans la semaine, en alternant le poisson blanc, cabillaud, par exemple, le colin, et un poisson gras, comme le saumon, comme le thon, les maquereaux, les sardines. Et donc, l'idée qui peut être sympa au niveau visuel, on y reviendra à la fin, mais c'est d'avoir notre paume de main comme référence du morceau de viande qu'on consomme. Donc, on voit bien que vos enfants et nous adultes, on n'a pas la même paume de main, puisque nos besoins vont changer en fonction de l'âge qu'on a. Mais aussi par rapport au conjoint, entre les hommes et les femmes, il peut y avoir des différences aussi dans les quantités parce que les besoins peuvent être différents. Et puis, la viande, le poisson peuvent être également remplacés par les œufs. Alors, on a souvent entendu qu'il fallait limiter la consommation d'œufs. Alors, effectivement, on ne va pas manger 6 œufs par jour, mais quand on fait des œufs, qu'on en mange un ou deux, sachant que 2 œufs remplacent un steak, puisqu'un œuf, c'est à peu près 60 grammes, œuf de poule, on va pouvoir avoir 2-3 fois dans la semaine des œufs.
qui va nous permettre d'avoir un intérêt au niveau des protéines, mais aussi au niveau des vitamines, et par ce biais-là, un intérêt au niveau du cerveau, des yeux, des cheveux, par exemple. Et les œufs, c'est aussi économiquement assez intéressant. 2 œufs ou un steak, en termes de prix, on a quand même une sacrée différence. Donc, n'hésitez pas, 1, 2, 3 fois dans la semaine, à pouvoir avoir des œufs à la place de la viande ou du poisson. Et ils peuvent être durs, au plat, en omelette, peu importe. L'idée, c'est aussi à la coque, cocotte, etc., de pouvoir changer les formes pour se faire plaisir et ne pas se lasser. Alors Adeline, est-ce que les œufs qu'on va mettre dans les crêpes, les gâteaux, est-ce que ça compte par nos 6 max ou est-ce que c'est en plus? Pas forcément. Après, il faut vraiment en consommer beaucoup pour se dire attention des deux côtés. Mais c'est vrai que voilà, il y a aussi quelques œufs de cachet. Donc, si vous faites beaucoup de préparation, on va peut-être être plutôt sur 1 ou 2 fois des œufs dans la semaine que 3 fois. Et puis quelque chose qui est un petit peu à part, parce que on peut avoir la charcuterie qui remplace un petit peu la viande au sein d'un repas. Mais la charcuterie apporte aussi beaucoup de graisses saturées et beaucoup de sel. Hormis le jambon blanc qui est un petit peu à part, tout ce qui est saucisson, saucisse, lardon, bacon, jambon sec, jambon cru, on est peut-être plus dans la notion de plaisir. Et donc, 1 fois dans la semaine, c'est pas mal, maximum. Avant-dernière question, après je ne vous embête plus et j'espère que c'est vous qui allez nous poser des questions. Dans quelle famille d'aliments se trouve le beurre et la crème fraîche? Réponse A, viande, poisson, œuf. Réponse B, produits laitiers. Et réponse C, les matières grasses. Alors, on a réponse B, donc les produits laitiers. Réponse C, les matières grasses. Donc, c'est mitigé. Alors, en effet, c'est un petit peu comme la pomme de terre. Le beurre et la crème fraîche sont issus du lait. Mais nutritionnellement parlant, on va les classer dans les matières grasses. Alors, juste avant de passer à la famille des matières grasses, Adeline, on a une question dans le chat de Déborah qui nous demande si on a beaucoup de problèmes de digestion, est-ce qu'il y a des astuces? Alors, au niveau digestion, il faut savoir qu'on est tous différents. Et du coup, il y a quelque chose qui est commun à tout le monde par rapport à la digestion qui va nous aider, c'est la mastication. Le fait de prendre le temps de démarrer la première phase par une bonne mastication, une bonne ensalivation, ce qui va nous permettre un peu comme l'entonnoir, où si on met une pomme, ça va pas passer. Donc, si on la mâche, cette pomme, elle va avoir un trajet plus facilité. Et du coup, notre estomac qui, lui, n'a pas de dents, il a son travail qui est déjà cohérent. Souvent, je prends la chaîne alimentaire, la chaîne à l'usine, où si le voisin d'avant, le collègue d'avant ne fait pas son boulot, on a du mal en temps réel à rattraper le boulot qui n'a pas été fait. Donc là, c'est pareil. Donc la mastication, elle va avoir un impact assez important sur notre digestion. Le fait de prendre le temps de manger, c'est quelque chose d'important pour ne pas avoir ce phénomène de ventre lourd, de ballonnement à la fin du repas. Mais après, il faut savoir aussi que certains aliments sont moins bien tolérés par certaines personnes. Ça, c'est possible.
Donc, on a aussi cette particularité hein, de chacun. Après, il y a des petites astuces, comme on l'a pu le dire, hein, avec les légumes secs, notamment de pouvoir les faire en purée, en soupe ou de mettre un petit peu de bicarbonate. Ça peut être aussi la variété alimentaire. C'est vrai qu'un équilibre alimentaire va aider à une meilleure digestion. Si on a un repas un petit peu trop lourd, un petit peu trop gras, ça va être plus difficile à digérer qu'un repas qui comporte un petit peu tous les groupes d'aliments. Et puis, l'activité physique aussi va aider, hein, puisque quand on bouge, on va aussi rendre ces mouvements hein, pour que la digestion se passe correctement au niveau intestinal, plus cohérent. Donc, c'est vraiment voir un petit peu hein, derrière ce qu'on entend, ces troubles digestifs. Si c'est le temps du repas, le repas en lui-même ou un petit inconfort digestif qui peut être aussi lié à sa tolérance personnelle. Alors, en ce qui concerne les matières grasses, puisqu'effectivement le beurre et la crème font partie des matières grasses, tout comme l'huile, on a besoin de graisse dans notre organisme, hein, ça représente à peu près 30 à 35% des besoins de notre journée, les graisses. On a vu qu'on en trouvait déjà dans les aliments, mais il faut aussi en rajouter un petit peu, notamment en rajouter par exemple un petit peu de beurre, un petit peu d'huile hein, quand on cuisine, enfin le beurre plus sur les tartines, un petit peu d'huile pour cuisiner, notamment l'huile d'olive pour tout ce qui est cuisson, ou quand on assaisonne, un petit peu d'huile de colza, de l'huile de noix, de l'huile de lin. On parle de l'équivalent d'1 à 2 cuillères à soupe d'huile par repas, par personne pour cuisiner, ce qui nous permet d'avoir un apport en oméga 3 et tout ça pour nourrir aussi notre cerveau et rentrer dans la composition des cellules qu'on fabrique. Donc l'idée de petites quantités parce que ça apporte beaucoup de calories, mais suffisante quand même pour couvrir les besoins, notamment avec une variété au niveau des huiles. Alors, petite parenthèse, bien regarder sur vos bouteilles d'huile si c'est plutôt une utilisation pour cuisiner, pour cuire, pour assaisonner, et puis la conservation aussi. Je repense à un monsieur chez qui j'ai fait un atelier là récemment et où on a refait un peu le point sur ces bouteilles d'huile et où en fait certaines bouteilles quand elles sont ouvertes, c'est le cas de l'huile de noix par exemple, on doit les conserver au frigo. Hein, sinon, elle se dénature et on perd un petit peu de l'intérêt de l'huile. Donc, bien attention à comment on doit les utiliser et où les conserver. Souvent à l'abri de la lumière, sinon on va oxyder les graisses. Alors, on continue avec la dernière question de ce quiz et la dernière famille d'aliments. Il y a j'ai dit la réponse. Il y a 3 morceaux de sucre dans une canette de soda. Vrai ou faux? Bon, A si vous pensez que c'est vrai et B si vous pensez que c'est faux. Donc, la canette de soda qui fait 33 centilitres et ce fameux soda marron dont les enfants raffolent. Combien y a-t-il de morceaux de sucre dedans? Peut-être n'avez-vous pas entendu ma réponse. B, oui, c'est faux. Hein. Évidemment, donc je l'ai dit, il y a 7 morceaux de sucre dans une canette de soda. Donc les gros carrés, gros petits rectangles que l'on va mettre dans le café par exemple. Donc 7 ou 8 il me semble, Déborah. En effet c'est ça, 7 morceaux de sucre. Donc c'est quand même assez énorme et ça va très très vite avec les boissons sucrées. Donc nous allons passer à la famille suivante. Donc là, on va parler du seul groupe où si on n'en a pas, finalement, il n'y aura pas de manque au niveau de l'organisme. C'est vraiment là plus pour le plaisir. C'est les produits gras, sucrés et salés dont font partie effectivement les boissons sucrées.
où on peut regarder l'étiquetage et trouver les quantités de glucides pour savoir un petit peu ce que contiennent nos produits. Et donc, au niveau des produits sucrés, c'est en général les produits gâteaux, chips, plats préparés, tout ce qui est un petit peu industriel va rentrer dans ce groupe-là et va donc être à limiter puisqu'on a beaucoup de sucre qu'on appelle glucides simples, qui vont être absorbés très rapidement par l'organisme et qui aiment bien aller stocker aussi rapidement et qui font qu'on a encore envie d'en manger. Mais aussi des graisses saturées qui vont plutôt, pareil, aller se déposer que d'être utilisées, et le sel qu'on a déjà suffisamment dans les autres aliments sans qu'il y en ait encore de rajouter. Donc, ce produit gras, sucré, salé, il va falloir vraiment faire attention parce que plus on en a et plus on a envie d'en avoir. Après, l'idée, c'est aussi de se faire plaisir, donc de ne pas les supprimer, mais de les limiter. Au niveau des boissons sucrées, des produits sucrés, effectivement, on a vite 4, 5, 6, 7 morceaux de sucre dès qu'on prend un de ces aliments-là. Et idéalement, 5 à 10 morceaux de sucre dans la journée qu'on rajouterait comme ça pour se faire plaisir, ce serait déjà pas mal. Donc, on a, quand je fais des interventions comme ça auprès des adolescents et qui calculent un petit peu les sucres qui peuvent être consommés dans certains produits qu'ils aiment bien avoir le matin, dans la journée ou en fin de repas, on se retrouve avec des quantités des fois sur 3-4 jours en fait de sucre en une fois. Alors, comme on le disait tout à l'heure, quand on mange, on a tous des quantités différentes en fonction de qui on est. Donc, ces quantités, on peut avoir un petit repère au niveau de notre main, assez visuel, pour savoir finalement si on est à peu près dans le bon. Donc, l'idée, c'est d'avoir 2 points de fruits sur notre journée, d'avoir 2-3 fois 2 points de légumes dans notre journée. On va aussi avoir besoin, donc là pour les fibres, l'eau, les vitamines que ça apporte, on va aussi avoir besoin d'énergie. Donc on va associer les féculents et ou le pain au sein des repas pour avoir cette énergie. On va parler de la main pour le morceau de pain ou un bon point pour la quantité de féculents. On va également donc avoir besoin de protéines avec la viande et le poisson, donc la pomme de la main pour la viande. Le morceau de poisson, on avait dit un petit peu plus gros. Et puis, on va aussi avoir besoin de produits laitiers avec le fromage qui est un petit peu plus riche en graisse. Donc, on parle d'un 1/8 de camembert souvent. Je pense que vous avez entendu parler des 30 grammes de fromage, ce qui correspond un petit peu à la taille de notre pouce pour la petite tranche de fromage qu'on peut avoir une fois dans la journée sans souci. Et puis le beurre, on disait tout à l'heure que les matières grasses, c'est ce qu'il y a de plus calorique, mais qu'on en a besoin. Et donc, on parle souvent du petit morceau de beurre à tartiner sur le morceau de pain du petit déjeuner ou de la cuillère d'huile. Donc, vous avez aussi le petit repère avec le doigt. Et puis, on a dit qu'on allait revenir sur les petits trucs et astuces, peut-être des choses qu'on n'avait pas encore abordées sur la consommation des légumes, notamment le fait d'associer les légumes avec quelque chose que les enfants apprécient. Un petit peu de tomate, un petit coulis de tomate, un petit peu de fromage pour faire un gratin, par exemple. Ça va peut-être mieux passer, même pour vous adultes. Un petit gratin de chou-fleur plutôt qu'un chou-fleur vapeur avec une petite béchamel, un petit peu de muscade, un petit peu de gruyère râpé, ça donne plus envie quand même qu'un chou-fleur sans rien. Et puis, l'enfant, comme l'adulte, on est attiré par quelque chose qui nous plaît visuellement, qui attire l'œil. Et donc là, on peut jouer sur les formes dans l'assiette en faisant des choses assez simples, mais rien que déjà en jouant sur les couleurs. Et puis, en faisant des petites maisons, des petits bonhommes, des petits arbres avec les aliments qu'on a. En rajoutant des fois un petite rondelle de quelque chose qui va amener le côté un peu sympa, un peu fun à l'assiette.
Et puis, aussi l'idée de faire référence à des petits personnages, à des histoires. Ça peut aider aussi à faire mieux accepter les aliments avec les épinards super force, hein, le Popeye, les carottes pour avoir une super vue, et puis les poireaux super souples. Puis comme on a pu le dire, c'est changer les formes aussi, des formes qui peuvent être sympas pour les enfants, la purée, les soupes, les smoothies hein, pour les fruits, des petits bâtonnets pour l'apéro, des petits bâtonnets pour les fruits aussi, hein, à croquer en fin de repas, des petites brochettes ou des salades de fruits, plutôt que d'avoir la pomme entière. C'est vrai que si elle est déjà coupée en morceaux, c'est plus facile aussi pour l'enfant et pour l'adulte à être mangé. Et puis, l'idée aussi, des fois, d'amener l'enfant à venir en course, à venir au marché, à venir cueillir des légumes pour pouvoir choisir aussi. Des fois, il y a des choses qui peuvent attirer l'enfant. Dire, oh, ça, moi, j'y goûterais bien. Et donc, partir de là, cuisiner une recette avec et y goûter. Et pour ça, pour retrouver des astuces hein, sur les recettes, sur les fruits et les légumes, vous pouvez vous servir d'Internet avec notamment Marmiton. Hein, et sur le site mangerbouger.fr, vous avez un onglet qui s'appelle la fabrique à menus où vous allez retrouver des menus pour la semaine en fonction du nombre de personnes, en fonction des saisons, hein, puisqu'on avait dit que c'était important de suivre les saisons. Et l'idée d'avoir des choses peut-être qui changent des habitudes que vous avez et ne pas se lasser, se faire plaisir toujours. Alors, si on conclut un petit peu sur tout ce qu'on a vu hein, et sur tout ce qu'on appelle le programme national nutrition santé avec toutes les recommandations qu'on peut entendre et voir au niveau des publicités, l'idée hein, générale par rapport à ce qu'on a en ce moment au niveau de l'alimentation, les études qui ont été faites et ce qui serait souhaitable de faire, c'est de pouvoir augmenter un petit peu nos consommations de fruits et légumes, puisqu'on a souvent tendance à ne pas en manger suffisamment. On le disait tout à l'heure, les légumes secs, hein, tout ce qui est lentilles, haricots, pois chiches, etc., qui sont souvent oubliés et qui seront plutôt à recommander 1 à 2 fois dans la semaine. Les fruits à coque aussi, hein, noix, noisettes, amandes, qui peuvent être consommés en poudre dans des compotes par exemple ou dans des yaourts, pour les plus petits notamment, hein, puisqu'il faut savoir bien les mastiquer. De privilégier le fait maison pour éviter tout ce qui est graisse, sucre, sel caché hein, et savoir ce qu'on met dedans et retrouver un goût sympa. Et de pouvoir dépenser aussi suffisamment d'énergie hein, pour bouger au quotidien. Ce n'est pas forcément le sport, mais au moins favoriser tout ce qui est marche, déplacement au quotidien. Alors après, on va aussi avoir une préférence au niveau des pains complets, semi-complets, aux céréales, les pâtes, la semoule, le riz aussi. On a de plus en plus des choses raffinées et pour avoir un petit peu plus de vitamines, de minéraux, une meilleure satiété, ça peut être intéressant de privilégier le complet ou semi-complet. On va retrouver les poissons gras, les poissons maigres, comme on le disait, en alternance. Des assaisonnements, des cuissons qui se font avec l'huile de colza, l'huile de noix et l'huile d'olive pour les cuissons. Une consommation de produits laitiers qui doit être suffisante, mais pas non plus trop importante. Hein, et privilégier tout ce qui est produits de saison, local et les aliments bio qui peuvent être intéressants ou au moins en culture raisonnée, locale. Et bien entendu, hein, pas d'alcool chez l'enfant, mais chez l'adulte, attention à ne pas en consommer de trop. Les produits sucrés, les boissons sucrées sont à limiter, hein, elles doivent rester pour la notion de plaisir, ainsi que les produits salés, puisqu'on en trouve suffisamment dans notre alimentation sans ressaler à tout va. La charcuterie, qui contient beaucoup de graisse, de sel, est à limiter. Ça peut d'ailleurs, hein, on parlait tout à l'heure de digestion, être un petit peu difficile à digérer. Et donc, la viande à varier, hein, porc, bœuf, veau, mouton, agneau, sans en abuser. Donc, je vous rappelle le repère de la main hein, pour le morceau de viande.
Et puis, bah, vous voyez apparaître maintenant hein, sur les produits que vous achetez des petits Nutri-Score avec des lettres de A à E. Donc, l'idée est de privilégier plutôt les A, B, C et de limiter les produits qui portent la mention D et E qui souvent contiennent des graisses, des sucres, des sels, du sel un peu en quantité trop importante. Et forcément, comme il faut développer l'activité physique, il faut limiter le temps qu'on passe assis. Maintenant, je vous laisse quelques minutes pour peut-être poser les questions. J'avais vu passer quelque chose au niveau des petits messages que vous envoyez, mais je n'ai pas eu la question en entier. Pas eu le temps de la lire. Alors, il y avait Aurélie qui nous disait est-ce une bonne idée de faire les courses avec l'enfant pour qu'il puisse choisir ses fruits et légumes, par exemple? Et ensuite, elle a mis OK, puisque tu en as parlé. D'accord, OK. Donc, c'est vrai que faire ses courses de manière générale, ça peut être un petit peu problématique, mais par contre, privilégier les fruits et les légumes chez le maraîcher, ça peut être une bonne idée, notamment en été, pensez, ou au moment voilà, de la cueillette des fraises, des pommes, on peut aller directement cueillir avec les enfants. Ou si vous avez un papy, une mamie hein, qui fait du jardin, en général, les enfants, ils aiment bien. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. On a encore quelques minutes ensemble. Nous étions dans les temps, donc nous sommes à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr nous les envoyer par la suite aussi. Il n'y a pas de souci. Alors, si on a un petit mot à retenir, un petit mot que j'aime bien terminer par ça, c'est quand même la variété. Hein. On l'a répété plusieurs fois, mais voilà. Variété pour faire plaisir, pour couvrir nos besoins, c'est important. Alors, le jambon blanc n'est pas forcément considéré comme une charcuterie, puisqu'il est quand même en quantité de graisse peu important. Après, l'idée, c'est pas d'avoir que du jambon blanc toute la semaine. Mais voilà, vous pouvez en consommer une ou deux fois dans la semaine sans souci. Après, si vous avez la possibilité d'aller chez le charcutier chercher votre jambon, pourquoi pas aussi. Alors, on va avancer. On a encore quelques petites choses à vous dire. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra. Donc, juste pour vous dire qu'on va vous envoyer dans le chat un lien avec le questionnaire d'évaluation. Alors, ce n'est pas pour vous évaluer vous, c'est pour nous évaluer nous, pour qu'on puisse s'améliorer, puisqu'on a plus l'habitude d'intervenir en présentiel. Donc, voilà, c'est bien de toujours pouvoir avoir des remarques sur notamment ces visioconférences. Donc, il est dispo dans le chat. Donc, n'hésitez pas à prendre quelques minutes. C'est très vite, hein, c'est juste pour savoir si vous êtes satisfait ou pas de cette intervention, si les conseils étaient facilement applicables ou pas, et puis si vous avez des remarques, donc n'hésitez pas à nous en faire part, peut-être des sujets que vous aimeriez qu'on aborde autour de la nutrition, il n'y a pas de souci. Et puis donc, on peut se retrouver, si vous le souhaitez, en tout cas, Adeline et moi, on y sera. Donc, on a deux autres interventions qui sont prévues pour les rencontres nutrition en avant les parents. Donc, le 4 février sur le petit déjeuner
et le 11 février sur le goûter et le grignotage. Donc, ce sera encore dès jeudi et de 18 h à 19 h avec le même format qu'aujourd'hui. Donc, on vous y attendra aussi nombreux qu'aujourd'hui. Donc voilà, n'oubliez pas de nous donner votre avis par le questionnaire. On vous laisse quelques instants pour cliquer dessus et le remplir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous pour ce début de soirée. Merci à Anne et Alexia qui étaient en coulisses pour la préparation de cet événement et son bon déroulement. Merci aussi Adeline pour ton intervention. Et puis, ce sera avec plaisir que l'on renouvellera cette visioconférence. Donc pour les interventions suivantes, il y aura le lien qui sera sur notre site internet. Pour ceux qui se sont inscrits, on vous renverra le nouveau lien. Et puis, je ne me souviens pas l'avoir dit en début, mais le replay sera aussi disponible pour les 3 interventions. Donc, juste sur le lien sur lequel vous êtes venu aujourd'hui, vous pourrez recliquer dessus et revoir le replay. Voilà, donc on est tout pile dans les temps. On ne voulait pas trop vous prendre de temps sur le repas que vous allez peut-être préparer. Donc je vais vous dire eh bien, bon appétit et puis bonne soirée et j'espère vous retrouver dans 2 semaines. Bonne soirée, bon appétit. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit et donc à dans 15 jours.